Eh bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. J'ai envie de dire, comme d'habitude, j'espère aussi que vous passez une bonne journée, une bonne soirée, que tout simplement ça se passe bien dans vos petites vies. Bref, on va pas plus tergiverser, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like et on passe donc directement à nos différents sujets. Allez, on commence donc par un gros sujet sur Yamaha, parce qu'on a vu ces derniers temps pas mal de déclarations très intéressantes du team manager Maio Meregali. Alors tout d'abord, il y a des choses assez positives, il nous a tout simplement déclaré que cette Yamaha 2023 en avait encore dans le ventre et qu'il y avait tout simplement un potentiel à débloquer. On se verra donc ses propos là-dessus. Il va aussi un peu résumer, lui donner ses sensations par rapport à cette première partie de saison et globalement Yamaha et lui sont déçus de ce début de saison, ils attendent beaucoup plus. Et il se pourrait bien qu'on continue de travailler clairement au cours de cette saison pour arriver à trouver de nouvelles armes, pour arriver à débloquer ce fameux potentiel, pour essayer de changer la tendance, d'améliorer tout simplement cette saison qui pour l'instant s'annonce absolument cauchemardesque. Alors ça c'est la vision positive de Maio Meregali, chacun se fera son avis là-dessus, moi je vous donnerai le mien juste après, mais tout d'abord on se lit donc les déclarations du team manager de Yamaha. Maio Meregali a donc déclaré « La saison ne correspond à absolument pas à nos objectifs initiaux. Nous sommes déçus. Nous n'avons pu décrocher qu'un seul podium aux États-Unis. » Il continue en disant « Yamaha a consacré de gros efforts au projet, comme nous l'avons vu cet hiver. Mais malheureusement, cela ne nous a pas mis dans la direction prévue. En partie parce que nous manquons encore d'expérience. » Alors moi je veux tout de suite revenir très rapidement là-dessus, mais on parle de Yamaha, l'un des plus grands constructeurs de l'histoire du MotoGP, un constructeur historique, une marque absolument historique qui nous déclare qu'il manque d'expérience. Alors, on a changé des choses, on va dans une nouvelle voie et on a pas mal de rumeurs qui amèneraient peut-être aussi à de gros bouleversements du point de vue du moteur. Donc bien sûr qu'on est en train de changer les choses, mais on parle quand même de Yamaha et le team manager de Yamaha qui déclare que dans l'ensemble on manque d'expérience pour ce projet 2023 et des nouveautés peut-être qu'on a essayé d'apporter. Je trouve ça quand même assez dingue. Et bref, il continue en disant « À court terme, ce n'est pas facile de revenir, mais nous essayons d'accélérer le processus autant que possible pour améliorer les performances de la moto. Nous pouvons seulement maximiser le package actuel. Nous pensons vraiment que ce package a encore des performances que nous n'avons pas trouvées. Mais nous faisons des analyses approfondies pour trouver comment l'exploiter au mieux, ce que nous n'avons pas encore réussi. » Il nous fait encore d'autres déclarations que je trouve vraiment intéressantes parce qu'on pourrait s'attendre que le team manager de Yamaha dise tout simplement « Oui, c'est vrai qu'au cours de cette saison 2023, on est en difficulté. Yamaha va donc, d'une manière assez sûre, apporter des nouveautés parce que, au vu de la situation, au vu des complications qu'on a aujourd'hui en 2023, ça serait normalement logique qu'un constructeur comme Yamaha fasse tout pour apporter le plus vite possible des choses. Et pourtant, les déclarations qui vont suivre, on a l'impression que Maio Meregali, il n'est pas trop au courant de ce que va réellement faire Yamaha à l'avenir. Il a donc déclaré « Je veux être optimiste, je veux vraiment croire qu'ils vont apporter des progrès et nous essayons toujours d'améliorer un peu les performances du moteur pour jouer avec. Je ne pense pas que ce sera pour Silverstone, mais j'ai vraiment de l'espoir pour les courses outre-mer. » En tout cas, ce que j'ai pu donc vous donner dans cette vidéo, je trouve ça assez dingue quand même. À quel point aujourd'hui on a l'impression que Yamaha n'apporte plus rien. On a pourtant fait, et je me répète et je me répète là-dessus, des tests hivernaux qui étaient quand même assez importants, on a apporté beaucoup de choses, mais c'est fou comme dès qu'on attaque la saison, les nouveautés n'arrivent plus. On se met vraiment dans une sorte de torpeur, j'ai envie de dire, chez Yamaha, chez les constructeurs japonais en général, et c'est toujours dingue à quel point c'est différent du côté des constructeurs européens, et je comprends pas vraiment qu'on n'arrive pas à enclencher quand même la seconde et se dire mais allez, là on est en train de prendre du retard, on voit que ça n'a pas fonctionné, oui, malheureusement lors des tests hivernaux on a apporté beaucoup de choses, et pas de chance, cette Yamaha 2023, elle n'a pas marché. Ça arrive, Yamaha peut aussi faire des erreurs, on peut aussi apporter des nouveautés qui ne fonctionnent pas, ça arrive, peut-être qu'on manque un peu d'expérience, comme a pu le déclarer Maio Meregali, mais il y a un moment ensuite, quand tu vois que ça marche pas, mais apporte énormément de choses, teste tout. De toute façon, aujourd'hui, Yamaha, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre d'apporter énormément de nouveautés et d'essayer plein de choses? Rien. Alors pourquoi ils le font pas? Parce que oui, d'accord, on le sait, ils ont une façon de faire différente. On sait que les Japonais travaillent d'une autre manière que les Européens. Oui, d'accord. Mais quand tu vois comment les choses sont en train de tourner actuellement, quand tu vois cette saison 2023, comment tu ne peux pas te remettre en question et commencer à te dire « Ouais, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et si on ne se met pas un petit peu à la page, qu'on ne copie pas un peu plus la façon de faire des Européens, on va tout simplement être coulé.
Et pourtant, rien ne se passe. Pourtant, on a l'impression qu'on continue de mouliner, on continue de prendre du temps et surtout, j'ai envie de dire, de prendre énormément de retard. Et ça, pour moi, ça démontre et ça rejoint cette grosse rumeur qu'on a ces derniers temps par rapport du coup aux usines japonaises, dans lequel on a la sensation, si je peux dire ça comme ça, qu'il y a tout simplement aujourd'hui une perte d'envie justement d'investir en MotoGP. Parce que je vous le dis, je sais que c'est difficile de changer sa façon de faire, je sais que c'est sûrement très difficile pour les Japonais de se remettre totalement en question sur ce qui a pourtant marché pendant des années et des années et des années en MotoGP. Mais là, il y a un moment, on voit que la situation elle dure et que plus ça avance et plus on coule. Donc pour moi aujourd'hui, si les choses réellement n'évoluent pas et que les choses ne bougent pas, je ne pense pas que c'est plus qu'une question de mentalité à la japonaise, mais moi je pense qu'aujourd'hui il y a quand même un problème interne, un problème financier peut-être, un problème d'intérêt, d'investissement d'un point de vue général, quelque chose de techniquement plus profond. Bon alors on va quand même se le dire, c'est vrai que dans l'ensemble on n'a pas quelque chose de totalement neuf, hein. Je pense que vous n'êtes pas surpris de voir cette situation et de voir mon analyse, on l'a déjà fait plusieurs fois au cours de cette première partie de saison, mais surtout aussi du point de vue de la saison 2022 et même j'ai envie de dire un petit peu de la saison 2021. Mais je trouve toujours assez fort de voir quand même un mec comme le team manager de Yamaha, Mayo Meregali, analyser de cette manière la situation actuelle de Yamaha. Moi ça me paraît toujours fou. Alors il y a quelque chose qui pourrait par contre bien changer, on parle donc de la saison 2025, on pourrait donc possiblement bien retrouver enfin, j'ai envie de dire, chez Yamaha, une équipe satellite. Mayo Meregali est aussi revenu là-dessus, il a analysé aussi la situation actuelle, le fait que Yamaha n'ait que 2 motos, c'est un gros manque hein, par rapport aux données glanées pendant les séances d'essai, les qualifs, les courses, par rapport par exemple à Ducati qui a 8 machines, vous imaginez bien que ça fait très mal hein, du point de vue des données gagnées, on travaille tout simplement 4 fois plus vite hein, que Yamaha. Et du coup, Mayo Meregali nous a déclaré pas mal de choses là-dessus. Il a dit c'est un gros désavantage. Nous n'avons plus d'équipe satellite et nous devons nous reposer uniquement sur nos 2 pilotes pour recueillir des informations en peu de temps. C'est plus facile quand on a plus de pilotes. Nous ne voulions pas perdre l'équipe satellite et à l'avenir, il est certain que nous aurons à nouveau un team satellite. Il confirme par contre pas en 2024, parce que toutes les équipes ont un accord en place pour 2024. Mais dès que la saison prochaine débutera, nous entamerons les discussions, donc possiblement pour 2025 et les saisons à venir. Et justement, il explique avec ces mots l'intérêt aujourd'hui d'avoir plusieurs motos, plusieurs teams, plusieurs pilotes, afin de glaner beaucoup plus d'informations et surtout de travailler beaucoup plus vite. Il a déclaré, au final, on doit faire 100% du travail nous-mêmes. Les autres peuvent peut-être séparer ça à 25% entre chaque équipe. Si on parle aussi des pneus, peut-être qu'ils peuvent partager le travail sur le choix de gomme, mais pas nous. C'est juste un exemple, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà le point final globalement à cette grosse parenthèse sur Yamaha. Vous savez que j'aime bien vous donner beaucoup d'interviews, beaucoup de déclarations. Je trouve que c'est beaucoup plus précis que juste mon analyse sur le sujet. Alors je sais pas si on parle de réellement quelque chose de neuf. Est-ce qu'on a réellement appris des choses avec ce premier sujet sur Yamaha? Pas réellement, mais ça permet une nouvelle fois de confirmer la situation et de se rendre encore un peu plus compte à quel point aujourd'hui Yamaha est dans la mouise et à quel point on rame. Voilà, maintenant je ne vais pas éterniser mon analyse, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Croisons juste les doigts pour cette deuxième partie de saison 2023, mais moi je continue de penser que c'est mort. Alors j'ai envie de vous dire, croisons les doigts pour 2024 avec possiblement une superbe moto, un super moteur, un super aéro, je ne sais trop quoi, et surtout à la fin de super résultats. Allez, maintenant on passe donc à notre deuxième sujet, on va donc passer dans le giron Ducati parce qu'on a pu voir en interne, entre guillemets, une petite bagarre de manager, le manager justement d'Enea Bastianini et de Jorge Martin qui se tire un petit peu la bourre parce que je vous rappelle que pour cette saison 2024, on pourrait possiblement retrouver donc un échange de pilotes, un Enea Bastianini qui pourrait passer chez Pramac et un Jorge Martin qui pourrait donc passer dans l'équipe d'usine et donc on commence un petit peu entre guillemets une sorte de guerre psychologique, on met la pression à l'autre camp et on va tout d'abord commencer par les déclarations du manager de Jorge Martin, Albert Valera, qui a donc récemment déclaré « Si Jorge Martin se battait, voire gagnait le championnat, ce serait très stupide de ne pas le mettre dans le team usine. Jorge Martin est une star. J'espère que Ducati ne commettra pas la même erreur 2 fois
avec Martin. On met donc une pression entre guillemets à Ducati, mais surtout au clan adverse, à Enea Bastianini. Et justement, son manager Carlo Pernat lui a répondu et il est cash. C'est l'un de ces moments où je suis vraiment énervé, car je trouve ces déclarations décidément anti-sportives. Enea Bastianini sort d'une très grave blessure, il travaille comme un fou pour être au moins à 90% de sa condition physique. Et cela devrait être une raison pour que Ducati donne la moto de l'équipe d'usine à Martin, car il va mieux. Bien sûr, il va mieux. Enea n'était pas là. Et maintenant qu'il est de retour, il n'est pas encore en forme. Ce n'est pas comme si Bastianini faisait des résultats merdiques comme ceux de Martin l'an dernier. Et il rappelle justement ce qu'a pu faire son petit poulain l'an dernier. L'année dernière, Jorge Martin était le super favori pour le guidon de la moto d'usine, mais ensuite sa saison a été ce qu'elle a été, tandis qu'Enea a marqué des podiums et des victoires. Une putain de saison peut arriver et ce n'est pas comme si Martin devait être stigmatisé. Mais comment pouvez-vous dire que la saison dernière, Ducati a commis une erreur en préférant Enea à l'Espagnol? S'il s'est vraiment exprimé en ces termes, il est vraiment anti-sportif. Bon, alors moi je vous avoue tout de suite que j'ai pris un petit peu de recul par rapport à cette histoire, mais dans le fond on parle de quelque chose d'assez important et de concret réellement, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que Jorge Martin est en train d'exploser, il a donc gagné, on se rappelle de cette magnifique victoire face à Francesco Bagnaia au Sachsenring, mais surtout il enchaîne de beaux podiums, il est très rapide, il est très en forme, il fait pour l'instant vraiment une très belle partie de saison 2023, on a fini cette première partie de saison et il est très bien du point de vue des résultats, mais aussi au championnat du monde, bref, Jorge Martin brille. Alors c'est sûr que du coup Enea Bastianini, lui, il a pas de chance, il a été blessé dès le premier Grand Prix, il est revenu en difficulté physiquement, il est reparti, puis il est revenu et donc c'est toujours un peu difficile. Ça va un petit peu mieux quand même pour le pilote italien, mais c'est toujours pas ça. Mais il faut quand même bien s'admettre que chez Ducati, là on doit se gratter un petit peu la tête. Évidemment qu'il va falloir laisser du temps, il va falloir voir cette deuxième partie de saison, voir si surtout on va pouvoir retrouver un Enea Bastianini capable de renverser un petit peu la tendance. Ducati nous avait déclaré qu'ils allaient prendre justement la décision de s'ils gardaient Enea Bastianini dans l'équipe usine et s'ils le remplaçaient oui ou non par Martin pendant cette pause du coup estivale. Mais je vous avoue que moi j'y crois pas trop, ça me semble difficile. Aujourd'hui, comment Ducati pourrait dire bon allez, on met Martin à la place d'Enea Bastianini alors que le pauvre Bestia n'a pas du tout pu réellement défendre sa place. Donc bon, ça me semble un petit peu fou quand même, mais on voit qu'aujourd'hui ça fait quand même pas mal bouger les choses parce que les deux managers des deux pilotes commencent à faire des déclarations dans la presse, on commence un petit peu à se tirer les verres du nez et tout ça, c'est jamais pour rien. Surtout qu'il faut vraiment pas oublier comment l'année dernière, Martin avait tout simplement les boules de ne pas avoir été choisi par Ducati. On se rappelle les quelques déclarations que j'avais pu couvrir sur la chaîne. Vraiment, Martin, il était bien évidemment extrêmement déçu de rester entre guillemets chez Pramac. Enfin, c'est pas de rester chez Pramac qui réellement le décevait, mais plutôt de ne pas avoir été choisi pour l'équipe d'usine. Parce que bien évidemment qu'aujourd'hui, Martin se plaît chez Pramac. Et justement, Carlo Pernat en a parlé. Martin a fait des déclarations, il a dit qu'il était bien évidemment chez Pramac parce que l'équipe Pramac aujourd'hui c'est une exceptionnelle équipe. Mais quand on parle d'aller chez les rouges, quand on parle de l'équipe d'usine, de Ducati usine, c'est autre chose, c'est encore un autre standing. Et évidemment aussi que Jorge Martin aujourd'hui, s'il pouvait prendre une petite revanche entre guillemets par rapport à l'année dernière et surtout signer dans l'équipe d'usine, il va tout faire pour essayer d'atteindre cet objectif. Donc bref, voilà, je sais pas trop si on peut analyser concrètement quelque chose de plus par rapport à cette situation, mais je trouvais ça vraiment intéressant de vous en parler. Allez, maintenant on arrive donc au tout dernier sujet de cette vidéo et je vais directement vous le dire, on va donc rentrer dans une rumeur totalement folle. Alors tout d'abord, pour commencer, pour que vous compreniez tout bien, on va revenir un petit peu en arrière. On va donc bien sûr parler de KTM. KTM qui a envie d'avoir une troisième équipe en MotoGP. Alors on a eu donc des rumeurs pour cette saison 2024 d'une nouvelle équipe. Alors on a eu pas mal de rumeurs possibles, pas mal de questions qui se posaient, mais finalement on a donc appris par les propos du directeur sportif de la Dorna qu'il n'y aurait donc pas de nouvelles équipes en 2024 et donc ce projet 2024 de KTM avec une troisième équipe était tout simplement mort-né. Mais on a toujours un problème chez KTM, c'est qu'on a donc annoncé officiellement que Pedro Acosta signerait donc en MotoGP pour cette prochaine saison, mais on n'a pas de place. Alors c'est vrai qu'on annonçait peut-être du coup un départ d'Augusto Fernandez, mais ça a été donc actuellement confirmé.
Augusto Fernandez restera en MotoGP pour la saison 2024. Et il a aussi confirmé à demi-mot que normalement Pol Espargaro devrait continuer en MotoGP chez KTM pour la saison prochaine et que c'est pas KTM qui va pousser Pol Espargaro vers la sortie, mais plutôt on verra comment Pol va se remettre physiquement et s'il voudra réellement continuer en MotoGP. Donc on l'a bien compris, les pilotes gaz-gaz ne devraient pas bouger et pour les pilotes KTM d'usine, ils ont un contrat et eux aussi ne devraient pas normalement partir pour cette future saison. On a donc un problème, on a potentiellement 5 pilotes KTM pour uniquement 4 places. Et c'est là justement qu'on en arrive à cette nouvelle rumeur. Parce que oui, finalement, on pourrait bien avoir un gros bouleversement et bien définitivement en 2024 retrouver une 3e équipe KTM, tout simplement parce que LCR, l'équipe de Lucio Cecchinello, pourrait quitter le giron de Honda pour rejoindre KTM. Mais surtout ce qui est vraiment concret et donc intéressant dans cette histoire, c'est que c'est pas juste une rumeur de paddock, parce qu'on a pu avoir les déclarations de Lucio Cecchinello, qui est aujourd'hui le patron de l'équipe LCR, qui a donc confirmé un contact, une prise de communication, on va dire ça comme ça, par KTM. Et on va voir aussi après les propos de Stefan Pierer, qui est donc le patron de KTM, qui lui aussi insiste sur cette nouvelle possibilité. Bref, beaucoup de choses à voir. Moi, je vous avoue que ça me fait frissonner. J'ai hâte de voir tout ça. Bref, on se lit tout d'abord les déclarations de Lucio Cecchinello. Il a donc déclaré « Je veux être complètement honnête et transparent. Il y a 10 jours, j'ai reçu un appel téléphonique de Francesco Guidotti, dans lequel il m'a dit qu'à partir de Silverstone, KTM aimerait voir comment nous pourrions avancer. Ils sont intéressés à avoir une autre équipe en MotoGP l'année prochaine, et pas seulement à cause de Pedro Acosta. » Alors c'est très intéressant justement que Cecchinello dise que ce n'est pas uniquement à cause de Pedro Acosta. Alors il y a peut-être aussi une question d'intérêt économique ou autre, mais peut-être aussi par rapport à un autre pilote, et on l'a appris récemment, qui s'est donc proposé à KTM, et c'est bien Marquez. Et ça rejoindrait aussi toutes les rumeurs qu'on a pu avoir ces derniers temps. Alors attention, je parle bien sûr de Marc Marquez, un Marc Marquez qui n'est plus heureux chez Honda, qui voudrait donc possiblement partir, et c'est vrai que la KTM semble être du coup la moto la mieux lotie, on va dire, pour le pilote espagnol. Il se serait donc proposé à KTM avec cette 3e équipe. La voie serait donc grande ouverte au pilote espagnol, ce qui serait complètement fou. Moi je le redis, imaginez une équipe en MotoGP, Pedro Acosta, Marc Marquez, mais je signe tous les jours. Surtout qu'il faut se rappeler que c'est quelque chose qui est déjà arrivé en MotoGP. Pour les possibles exemples donc assez récents, rappelez-vous donc ce qui s'est passé avec Gresini, quand Gresini a quitté donc le giron Aprilia, quand ils étaient donc affiliés à l'équipe d'usine pour rejoindre Ducati. Rappelez-vous par exemple ce qui s'est passé avec Tech 3, quand ils avaient quitté donc Yamaha pour rejoindre KTM, ou encore plus récemment quand le team RNF a quitté Yamaha pour rejoindre justement Aprilia. Ce sont des choses qui sont concrètes, qui se passent en MotoGP, et donc là, bien évidemment, en 2024, ça serait quelque chose de totalement fou de voir LCR quitter Honda, mais c'est totalement plausible. Mais bon, je veux quand même vous donner la fin des propos de Lucio Cecchinello qui clairement l'explique. Il veut éloigner cette rumeur, éloigner concrètement cette possibilité de rejoindre KTM. Mais bon, moi il y a quelque chose qui me fait toujours douter, c'est qu'aujourd'hui il est sous contrat Honda, donc bien évidemment qui va pas dire « Ah oui, j'ai hâte de signer chez KTM » ou « Oui, c'est sûr que la saison prochaine je vais signer chez KTM ». Bien évidemment qui va confirmer que c'est entre guillemets un homme de Honda et qui veut continuer chez Honda. Mais bref, on se lit ça. Il a donc dit « J'ai un contrat signé avec Honda pour 3 saisons qui expire à la fin de l'année prochaine. » L'appel s'est terminé comme ça. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. J'ai un contrat avec Honda jusqu'en 2024 et je n'ai pas l'intention de le rompre. Je suis en MotoGP avec Honda depuis 18 ans. Ce serait difficile de les quitter. Je me sens comme un homme Honda. Donc la véritable question, elle est là. Est-ce que Lucio Cecchinello et donc l'équipe LCR réellement pourraient accepter de quitter le constructeur japonais après des années et des années ensemble pour finalement rejoindre KTM? Et ça, on pourra le voir que à la fin de cette saison 2023. Ce que l'on sait et ce qui est sûr, c'est que KTM est réellement intéressé par ce projet et surtout extrêmement intéressé sur le fait d'avoir une 3e équipe en MotoGP. Donc pour moi, c'est vraiment concret. KTM va tout faire pour essayer d'avoir LCR. Maintenant, la décision finale reste entre les mains de Lucio Cecchinello. Et bien évidemment qu'après des années passées avec Honda, ce ne sera pas une décision facile à prendre. Mais pour finir donc cette rumeur, comme je vous l'ai dit, je voulais donc maintenant vous donner les propos du grand patron de KTM, Stefan Pierer. Et lui, il nous le déclare clairement, il va tout faire pour faire en sorte que ses projets futurs en MotoGP, entre guillemets, se concrétisent. Alors on lui a donc dit, vous avez actuellement 5 pilotes KTM pour cette saison 2024, comment ça va fonctionner alors que malheureusement vous n'avez que 4 places? Il a donc déclaré.
tout va fonctionner. Tout d'abord, nous devons donner à Paul une autre chance de montrer à quel point il s'est bien remis. Il n'était pas là depuis 6 mois, le fait qu'il sera pilote d'essai n'est actuellement pas un problème. Cela dépend de Paul, comment il va. S'il se comporte comme prévu, il roulera une saison complète l'année prochaine. Nous avons un contrat avec lui. Le fait est que Pedro Acosta pilotera une MotoGP KTM en 2024, où que ce soit. Si j'ai besoin d'une place supplémentaire, tout sera arrangé. Nous avons déjà prolongé le contrat d'Augusto Fernandez, il a déjà un contrat. Et Pedro Acosta en a un aussi. Et nous vous garantissons qu'il sera sur une MotoGP KTM en 2024. Et il a continué en parlant donc entre guillemets de la situation donc de LCR, mais aussi d'une autre équipe satellite qui pourrait donc passer chez KTM. C'est tout simplement l'équipe satellite d'Aprilia qui serait apparemment d'après lui dans une situation financière aujourd'hui un petit peu compliquée. Bref, entre guillemets, sur ces deux possibilités pour 2024, il a déclaré « Certes, si quelque chose se passe ainsi, nous l'adopterons. Je suppose que l'une ou l'autre place en MotoGP deviendra disponible et que nous serons en compétition avec les 5 pilotes. Vous verrez, ce sera réglé. » Alors vous avez vu qu'il parle bien sûr que de 5 pilotes parce qu'aujourd'hui on n'a que 5 pilotes qui sont sous contrat. Stéphane Pireur va pas dire on aura 6 pilotes ou quoi que ce soit parce que pour l'instant il n'y a rien de signé. Et il a une nouvelle fois reconfirmé que pour lui Marquez ne roulera pas chez KTM parce qu'ils n'ont pas tout simplement la même idéologie, ce genre de choses. Moi je vous avoue et je continue de penser, peut-être que je me trompe bien sûr, que tout ça ce sont des propos pour essayer de noyer un petit peu le poisson. Pour moi si Marquez a une possibilité de signer chez KTM et que KTM concrètement a une possibilité d'avoir Marquez dans leur rang, pour moi on signera à 100% Marquez. Mais bon, chacun se fera son avis sur la question. Voilà donc toute cette histoire et je dois vous avouer que moi je suis comme un gosse et j'adore ce genre de petites histoires. Alors vous savez déjà que moi j'adore les rumeurs en général, mais là on a tellement quelque chose de concret avec les propos de Lucio Cecchinello et surtout les propos de Stéphane Pireur. Alors c'est vrai que pour KTM ça serait beaucoup plus simple d'attendre la saison 2025 parce que du coup le contrat entre Honda et LCR viendrait du coup à sa fin, il va s'arrêter à la fin de la saison 2024, mais on a aussi le contrat de Marquez et de Honda qui s'arrête à la fin de la saison 2024. Donc pour KTM, ça serait beaucoup plus facile d'attendre la saison 2025. Le problème c'est Pedro Acosta. Pedro Acosta qui veut absolument venir en MotoGP dès la saison 2024 et ça a donc été officialisé. Pedro Acosta sera donc là la saison prochaine et ça force du coup KTM à ne pas pouvoir attendre 2025 mais de devoir déjà directement bouger leur pion pour cette prochaine saison, pour cette saison 2024. Donc je continue de dire comment tout ça va évoluer. Ça reste bien évidemment une rumeur, je ne peux pas vous dire il va se passer ça ou il va se passer ça. Moi je vous ai donné clairement toutes les informations qu'on a aujourd'hui, toutes les déclarations sur le sujet. C'est assez fou. Alors pour Honda, ça serait une perte absolument catastrophique de perdre du coup LCR, de perdre l'équipe satellite. On est déjà tellement dans la mouise. Je vais pas souhaiter ça à Honda. Et pour KTM, par contre, ça serait quelque chose de complètement fou, d'avoir 3 équipes en MotoGP. Alors on peut revenir sur la question de se dire, est-ce que c'est réellement une bonne chose que des constructeurs aient autant d'équipes par rapport à d'autres? Parce que là, possiblement, si les choses se passent comme ça, en 2024, on aurait Yamaha avec une équipe, on aurait Honda avec une équipe, et Ducati avec 4 équipes, KTM avec 3 équipes, et Aprilia avec 2 équipes. Il y a quand même un problème d'équilibre en MotoGP. Mais bon, vous le savez, actuellement, il y a un souci dans le MotoGP et c'est comme ça. Donc bon, moi je continue de vous dire et je vous le dirai toujours, moi je préférerais qu'en MotoGP tout le monde ait 2 équipes et que tout le monde soit obligé d'avoir 2 équipes. Mais il y a des questions de gros sous, il y a des questions aussi aujourd'hui où on a des équipes qui partent, comme par exemple Suzuki, on a du mal à les remplacer, il n'y a pas de nouveaux constructeurs qui viennent se proposer en MotoGP, qui viennent surtout offrir de nouvelles places pour de futurs pilotes. Et pourtant dans les petites catégories, il y a énormément de jeunes pilotes justement qui tapent à la porte. On a parlé précédemment d'Arbolino et bien évidemment de Pedro Acosta, donc il faut trouver une solution. Et c'est ce que déjà avait fait Ducati en proposant du coup plusieurs équipes. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés avec 4 équipes. Et c'est peut-être aussi comme ça que KTM va arriver à avoir 3 équipes à l'avenir. Sur le papier, c'est pas idéal. Et je me répète encore une fois, je préférais que tout le monde ait 2 équipes. Et surtout, ça me brise le cœur d'imaginer les 2 constructeurs japonais avec uniquement une équipe. Ça ferait quand même vachement mal, surtout s'ils venaient à l'avenir à perdre Fabio pour Yamaha ou encore par exemple Marquez pour Honda. Là, les constructeurs japonais en MotoGP, on va clairement s'inquiéter de leur continuité dans la catégorie, on va se le dire. Donc bon, il faudra voir. Il y a des choses qui, moi, me font
vraiment plaisir, me donne le sourire, je trouve que c'est une news extrêmement intéressante, mais sur le concret, sur l'avenir, si on essaie de réfléchir et d'analyser un petit peu le long terme, moi il y a quand même des choses qui me font très peur. Donc bref, voilà, on est donc arrivé à la fin de ce sujet, j'ai essayé moi de vous résumer toute la situation et surtout de vous donner mon propre avis sur la question. Ça me plaît, c'est une idée qui me plaît, mais ça me fait un petit peu peur sur la continuité des constructeurs japonais et sur l'avenir et sur l'équilibre en général du MotoGP. Pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. On continue de se faire nos vidéos sur l'actualité du MotoGP. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.